Daniel, écoute Amarim, nous sommes Perek Lamed Tet. Et je vais reprendre la page Nunbet Amoud Aleph, 13 lignes par le bas, Achainu Davka. Et dans le Perek précédent, dans le Perek Lamed Tet, nous avons parlé de deux façons de développer la Kavana associée à la pratique concrète des mitzvot. Deux méthodes. La première méthode, c'était la méthode la plus intellectuelle, celle qui consiste à réfléchir profondément à la grandeur de Dieu, choisir de l'aimer et de le craindre, développer une motivation à pratiquer Torah mitzvot de la façon la plus haute, une motivation construite par nos efforts de réflexion. Une deuxième méthode, la méthode qui est moins intellectuelle, qui consiste à exploiter l'amour et la crainte de Dieu que nous avons reçu des Avot en héritage, et que nous allons pouvoir développer par une réflexion moins profonde, plus basique. Alors au début de notre Perek Lamed Tet, nous avons expliqué que la première méthode est celle qui est utilisée par les grands tzadikim, tandis que la deuxième est celle qui est utilisée par les malachim. Alors ça aurait des conséquences. C'est que les neshamot des grands tzadikim vont résider dans le monde de Bria, dans lequel la sphira dominante, le caractère dominant, c'est la sphira de Bina, qui correspond dans les kochot hanefesh, dans les facultés de l'âme, à la réflexion. Les autres neshamot et les malachim résideront plutôt dans le monde de Yetzira, dans lequel les sphirotes dominantes sont celles des midot, qui correspondent dans les kochot hanefesh, dans les facultés de l'âme, aux sentiments. Et donc, en fonction de la kavana associée à la pratique des mitzvot, la neshama va déjà se positionner à un niveau plus ou moins supérieur. Et on comprend donc combien la kavana est extrêmement déterminante. Ce n'est pas qu'un bonus ou une option. Alors, juste avant de poursuivre, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de kavana, de maaseh, de olamot, des neshamot, des malachim, je vais juste faire une petite parenthèse. On a souvent du mal à imaginer de quoi on parle quand on évoque l'existence de ces différents mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et c'est bien normal, parce que nous vivons dans le monde le plus matériel qui soit. Et le pasuk dit, pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe, le pasuk dit Mibsari echeze Eloka. C'est de ma chair que je vais contempler le divin. Ça veut dire que l'ensemble de la création est formaté par ce système qui comprend 4 olamot et 10 sphirot. Et on va retrouver ce système, cette organisation dans chacun des olamot du Seder Ishtalchelut, dans chacun des mondes de la création. Pour essayer un peu de comprendre ces notions, il faut donc simplement regarder comment les choses s'organisent à notre niveau. En ce qui nous concerne, on distingue ce que je suis, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Ce sont 4 choses différentes. Eh bien, c'est la manière la plus simple de distinguer les 4 olamot. Il y a Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Le monde de Atzilut, c'est le monde le plus proche de Dieu. C'est celui qui correspond à Dieu lui-même, pour ce qu'il est. Le monde de Bria, c'est déjà l'ébauche de la création, lorsqu'il y pense déjà. Le monde de Yetzira, c'est la formation de la création. Il en parle. Et le monde de Asiya, c'est la réalisation la plus concrète de la création, lorsqu'il le construit. Alors, je vais juste ouvrir une autre parenthèse dans la parenthèse. Quand on apprend la Torah, de manière générale, et la Chassidut en particulier, c'est très important d'accepter quand on étudie qu'il subsiste certaines zones d'ombre. C'est de cette seule manière que l'on peut avancer, sans se bloquer ou se braquer sur une difficulté. Ces zones d'ombre finissent par disparaître au fur et à mesure qu'on apprend, qu'on enregistre davantage de connaissances. Je vais vous donner l'exemple d'un puzzle. Au début, lorsqu'on place quelques pièces sur un puzzle, on ne sait pas trop quelle image va ressortir lorsque ce puzzle sera terminé. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on place une pièce et encore une pièce. Et puis finalement, commence petit à petit à se former le contour de l'image. Et petit à petit, on avance et l'image devient de plus en plus claire. Eh bien, c'est dans cet esprit que l'on doit aborder l'étude de la Torah, l'étude de la Chassidut en particulier. On apprend un Mahamar, un Perek de Tanya, encore une Sira, et on reste avec des questions, avec des zones d'ombre. Et on se sent un peu perdu parce qu'on aborde des notions spirituelles, des notions qui sont virtuelles, alors que nous vivons dans un monde matériel, concret. Et chaque Mahamar, chaque Sira, chaque Perek de Tanya sont comme une pièce de ce puzzle. Une pièce de plus dans notre puzzle, et au fur et à mesure, les zones d'ombre deviennent un peu plus claires, et finissent par disparaître. Et c'est normal d'avoir un peu de mal avec tous ces concepts. Il faut imaginer qu'une neshama ou un malach aurait beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que l'argent. On aurait beaucoup de mal à lui expliquer ce que c'est qu'une pizza. Et une neshama ou un malach n'y comprendrait absolument rien. Parce que ça n'appartient pas au monde dans lequel ils évoluent. C'est complètement abstrait pour eux. Autant pour nous, les 4 olamot dont on nous parle et les 10 sphirotes restent des notions abstraites, des notions qui sont un peu virtuelles avec lesquelles on a du mal. Et c'est tout à fait normal. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer et ça ne nous empêche pas d'en parler. Alors je vais reprendre maintenant dans les mots. Achainu Davka. Neshamot Mamash. Admor Zaken nous explique que ce que nous avons raconté au sujet de la position de notre Neshama,
qui va rejoindre en fonction de la kavana associée au mitzvot qu'elle a pratiqué. Soit le monde de Bria, soit le monde de Yetzira. De qui s'agit-il? De quel niveau de la Neshama? Neshamot mamash. Vraiment la Neshama. Shen bechinat mochin de gadlut en sof baruchu. Il s'agit de l'intellect supérieur, la lumière infinie de Dieu. Je continue encore une ou deux petites lignes et je vais expliquer. Aval prinat aruach shel tzadikim. Mais le ruach pourrait traduire par l'esprit. Et je vais tout de suite expliquer. Des tzadikim. Kol neshamot Israël shavdot Hashem tchilu chimom sutarot belev klalut Israël. Les neshamot Israël en général, plus simples, qui ne sont pas celles des tzadikim gdolim, qui ont pratiqué Torah mitzvot en étant motivés par un amour et une crainte plus basique, celle qui est imprimée déjà dans le cœur de chaque juif. En alot leshem rak beshabbat v'rosh chodesh levad. Elle ne s'y retrouve dans le Gan Eden et Elyon, dans le monde de Bria, que Shabbat et Rosh Chodesh. Derech ha'amud, shemi Gan Eden à Tarton et Gan Eden à Elyon, en empruntant la colonne qui va du Gan Eden à Tarton au Gan Eden à Elyon. Chez Olam Abriel, il s'agit du monde de Bria, Anikra Gan Eden à Elyon, que l'on appelle le Gan Eden supérieur, l'Itaneg al Hashem, et là elle se délecte de la présence de Dieu, Velanot Miziv Ashrina, et elle profite de l'éclat de la Shrina. Bien, j'ai terminé de traduire, et je vais maintenant expliquer ce que l'Admor Zaken veut nous expliquer. Je reprends. D'abord, il faut savoir qu'il existe différents niveaux pour la Neshama. 3 niveaux de la Neshama sont seulement concernés par la descente de la Neshama dans ce monde. Les 2 autres niveaux restent au-delà, au-dessus. Elles n'intègrent pas le corps. Les 3 niveaux qui intègrent la Neshama sont appelés Nefesh pour le plus bas, Ruach pour celui qui lui est supérieur, et Neshama. Nefesh correspond plutôt à l'action concrète, Ruach correspond au sentiment, Neshama plutôt à l'intellect, et Chaya Yechida, que je n'évoque pas ici, enfin je ne fais que l'évoquer, mais je n'en parle pas, c'est ce qui dépasse nos sentiments et notre intellect. C'est ce qui intervient lorsqu'on est prêt à faire Messirut Nefesh, lorsqu'on est prêt justement à dépasser ce qui nous semble à la hauteur de nos sentiments, de ce qu'on ressent, à la hauteur de ce qu'on comprend. Alors je reprends maintenant pour les niveaux de la Neshama, les 3 niveaux de la Neshama qui nous intéressent. Nefesh, c'est le niveau de l'âme qui s'engage dans la pratique des mitzvot, lorsqu'on s'y engage seulement pour obéir, avec soumission. Ne parlons pas de sentiments ni de réflexion. Ruach, c'est le niveau de la Neshama qui s'engage dans la pratique des mitzvot, lorsqu'on s'y engage déjà avec plus de cœur et d'émotion. Neshama, c'est le niveau de l'âme qui s'engage dans la pratique des mitzvot, lorsqu'on s'y engage avec plus d'intelligence, plus de réflexion. Alors on a vite fait de confondre Neshama, qui est un terme générique qui désigne en même temps tous les niveaux de la Neshama, et Neshama Mamash, ce dont parle ici l'Admor Zaken, ce qui est le 3e niveau de la Neshama, celui qui se distingue par son intelligence et sa réflexion. Et l'Admor Zaken nous explique, puisque c'est Neshama Mamash, c'est-à-dire Neshama Shebe Neshama, le 3e niveau de la Neshama, celui qui brille par son intelligence, sa réflexion, c'est lui qui était impliqué dans la pratique des mitzvot. Lorsque l'on parle des mitzvot que pratiquent les tzadikim gdolim, les grands tzadikim, eh bien, Neshama Shebe Neshama, Neshama Mamash, va prendre place, va s'installer, lorsqu'elle quittera ce monde, dans le monde de Bria, le monde où l'on trouve le Gan Eden à Elyon, le Gan Eden supérieur. Parce que c'est ce niveau de l'âme qui a permis de pratiquer les mitzvot, avec des sentiments construits par une réflexion profonde. Et puisque c'est elle qui est intervenue, eh bien, c'est elle qui s'installera naturellement dans le monde de Bria, ou la sphira dominante, la sphira de Bina, celle qui correspond à la réflexion dans la Kochot HaNefesh. Ruach Shebe Neshama, le 2e niveau de la Neshama, celui qui se distingue par ses émotions, ses sentiments, était impliqué dans la pratique des mitzvot, mais avec des sentiments plus basiques, révélés par une réflexion moins profonde. Ruach prendra donc place dans le monde de Yetzira, dans le Gan Eden à Tarton. Je vais essayer de récapituler. Il faut toujours se rappeler que l'objectif d'Admor Zaken dans ce Pérec est de nous apprendre et de nous expliquer combien la Kavana, la motivation qui doit accompagner notre pratique de Torah et Mitzvot est déterminante. Et il veut nous expliquer quelles sont les conséquences de la Kavana qui a été associée à notre pratique des Mitzvot. Alors je récapitule. Les Neshama des grandes tzadikim, qui ont pratiqué Torah et Mitzvot avec un amour et une crainte de Dieu extraordinaire, construits par une réflexion profonde. Eh bien, que vont-ils devenir? Neshama Shebe Neshama, Neshama Mamash, va se retrouver dans le Gan Eden à Elyon du monde de Bria, dans lequel la sphira dominante est Bina, qui correspond à la réflexion dans les Kochot HaNefesh, les facultés de l'âme. Et Ruach Shebe Neshama se retrouve dans le Gan Eden à Tarton du monde de Yetzira, dans lequel les sphirot dominantes sont les Midot, qui correspondent aux sentiments dans les Kochot HaNefesh, dans les facultés de l'âme. Voilà pour les grands tzadikim. Que deviennent les autres Neshamot?
celles qui pratiquent Torah et Mitzvot avec un amour et une crainte de Dieu plus basique, celles qui sont révélées par une réflexion moins profonde, eh bien elles vont se retrouver dans le Gan Eden à Tarton, du monde de Yetzira, dans lesquels les sphirotes dominantes, dans le monde de Yetzira, les sphirotes dominantes sont les midot, qui correspondent aux sentiments, les kochot hanefesh, les facultés de l'âme. Je vais résumer encore une fois. Dans le Gan Eden à Elyon se retrouve Neshama sheben Neshama, Neshama mamash des grands tzadikim. Dans le Gan Eden à Tarton, dans le Gan Eden inférieur du monde de Yetzira, on va retrouver Ruach sheben Neshama des grands tzadikim, Neshama sheben Neshama et Ruach sheben Neshama des autres juifs. Alors, on a parlé jusqu'ici de la localisation des Neshamot une fois qu'elles ont quitté ce monde, et on a compris que ce qui était déterminant, eh bien, c'est la kavana qui a accompagné la pratique des mitzvot. Et l'Admor Zaken va nous expliquer que ces Neshamot ne restent pas statiques. Contrairement aux Malachim qui sont statiques, qui restent dans le monde dans lequel ils évoluent, il y a ceux, pour la plupart, qui évoluent dans le monde de Yetzira, certains dans le monde de Bria, mais aucun Malach ne se déplace. Un Malach du monde de Yetzira ne va jamais se déplacer dans le monde de Bria, et inversement. Par contre, les Neshamot qui résident dans le Gan Eden à Tarton, dans le Gan Eden inférieur du monde de Yetzira, eh bien, de temps en temps, elles vont faire une petite excursion dans le Gan Eden à Elyon du monde de Bria. De temps en temps, ça veut dire Shabbat et Rosh Chodesh. Alors, nous avons déjà expliqué que lorsque la Neshama quitte ce monde, elle doit oublier la vision du monde qu'elle quitte. Cheizu Dehayalma, dit le Zohar, pour pouvoir intégrer sa destination dans un monde supérieur. On l'a fait passer par un processus permettant de la mettre à jour, de la mettre à niveau. Et cette mise à niveau de la Neshama est aussi nécessaire lorsqu'elle passe du monde de Yetzira, du Gan Eden à Tarton, du Gan Eden inférieur, au monde de Bria, au Gan Eden à Elyon. On a un jour demandé Rav Yoel Kahn, le choser principal du Rabbi, celui qui était capable d'enregistrer dans sa mémoire l'intégralité des discours du Rabbi qu'il prononçait Shabbat, des discours qui duraient des heures pendant les Farbrengen. Et le Rav Yoel Kahn enregistrait de mémoire tout ce que le Rabbi disait, il les retranscrivait ensuite, et on lui a bien sûr demandé comment il faisait pour se rappeler de tout le contenu, de tout ce que le Rabbi avait pu raconter pendant des heures. Ça nécessite un effort de mémorisation surhumain. Et il a répondu qu'avant chaque Farbrengen, il faisait le vide dans son esprit. Il ouvre une nouvelle page blanche. Et de cette manière, il enregistre mieux ce que le Rabbi va dire pendant le Farbrengen. De la même manière, lorsqu'une Neshama quitte un monde précédent pour passer à un monde suivant, elle doit exploser ce qu'elle a vécu dans le monde précédent. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un vient à une conférence, mais il y vient seulement pour critiquer, pour attaquer. Il arrive avec ses idées, ses a priori. Son cahier de notes est plein de ses remarques, de ses a priori sur le sujet qui va être traité pendant cette conférence. Si le cahier est déjà plein, il n'y a plus de quoi écrire. Il n'y a plus de place pour écrire dedans quoi que ce soit. Par contre, pour enregistrer convenablement ce qu'il va entendre, il doit venir avec un cahier vierge, ou tout au moins tourner la page et prendre une feuille blanche. De la même façon, lorsque notre une Neshama va passer dans un monde nouveau, elle doit tourner la page du monde précédent. Lorsqu'une Neshama quitte ce monde pour intégrer le Gan Eden à Tarton, du monde de Yetzira, eh bien, elle doit passer par une transition qui lui permet d'oublier la vision de ce monde. On a appelé cela Nahar Dinor une autre fois, j'ai déjà évoqué le Nahar Dinor, le fleuve Dinor dans lequel la Neshama est immergée pour qu'elle oublie la vision de ce monde. Eh bien, lorsqu'une Neshama quitte le Gan Eden à Tarton, du monde de Yetzira, le Gan Eden inférieur, pour intégrer le Gan Eden à Elyon, le Gan Eden supérieur du monde de Bria, elle passe aussi par une autre transition que l'on va appeler des Hamoudim, des colonnes de transition qui vont assurer la mise à niveau de ces Neshamot, autant que celle-ci était nécessaire pour passer de notre monde au monde de Yetzira. Sinon, elles seraient complètement perdues à l'arrivée, comme si elles avaient été parachutées dans un pays étranger, sans maîtriser un seul mot du pays dans lequel elles se trouvent. C'est que la différence entre le Gan Eden à Tarton et le Gan Eden à Elyon est énorme. La différence entre ces deux Gan Eden, c'est une différence extraordinaire. Souvent, on pourrait penser que, on a compris, le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur, c'est l'hôtel 2 étoiles, et le Gan Eden à Elyon, c'est l'hôtel 5 étoiles. C'est la même chose en un peu mieux. Mais pas du tout. Les deux Gan Eden ne se ressemblent absolument pas. C'est même pas encore la différence qu'il y a entre un hôtel 2 étoiles et un hôtel 5 étoiles. C'est même pas la différence qu'il y a entre un pays civilisé et un pays sous-développé. C'est complètement un autre monde. Et donc, autant il y a de différences entre le monde de l'intellect et celui des sentiments. On comprend le monde des sentiments, c'est un monde chaleureux, un monde ouvert vers les autres. Le monde de l'intellect est un monde plus froid, plus fermé. Eh bien, autant il y aura de différences entre le Gan Eden à Elyon et le Gan Eden à Tarton. Et dans ce cas, on comprend pourquoi la Neshama doit aussi subir cette mise à niveau pour pouvoir y accéder. Gemara raconte que lorsque Rabbi Zera a quitté Bavel pour aller apprendre le Talmud Yerushalmi,
Il a dû faire abstraction de la méthode d'étude du Talmud Bavli pour intégrer convenablement celle du Talmud Yerushalmi. Alors nous, malheureusement, nous n'avons pas ce genre de problème. On passe sans difficulté du Talmud Bavli au Talmud Yerushalmi parce que nous, malheureusement, on n'intègre pas grand-chose. On lit, on étudie, c'est bien, mais c'est tout. On ne se plonge pas dans ce qu'on apprend. On ne s'immerge pas dedans. On lit, on apprend, on est déjà content, voilà. Pour Rabbi Zera, c'était une vraie difficulté. Parce que lorsque Rabbi Zera apprend, il intègre ce qu'il étudie. Et ce qu'il a appris à Bavel était d'un style différent de celui du Talmud Yerushalmi. Et s'il n'avait pas fait abstraction de ce qu'il a appris, de la méthode d'étude du Talmud Bavli, eh bien, il n'aurait pas pu parfaitement intégrer celle du Talmud Yerushalmi. Et c'est là ce que vient de nous expliquer l'Admour Azaken. Il y a une différence de localisation de notre Neshama en fonction des mitzvot qu'elle a pu accomplir dans ce monde et de la Kavana qui était associée. Mais de temps en temps, les Neshamot du Gan Eden à Tarton vont accéder au Gan Eden à Elyon. Et dans le Gan Eden à Elyon, eh bien, elles vont avoir un plaisir immense du divin qui brille. Ce que va dire tout de suite l'Admour Azaken. Le vrai plaisir que pourra ressentir la Neshama qui arrive dans le Gan Eden, et lorsqu'elle va connaître Dieu, puisque là-bas va justement briller le divin, le reflet de Chochma et Bina de Hatzilut dans le monde de Bria. L'Admour Azaken nous parle d'un plaisir intense que connaissent les Neshamot dans le Gan Eden. Nous savons ce que veut dire avoir du plaisir dans notre monde. Dans Kuntras Hamayan, Rabbi Rachab parle de différents types de plaisirs que l'on peut rencontrer dans ce monde. Il y a le plaisir de manger, le plaisir d'écouter une belle musique, le plaisir d'une idée. Mais tous ces plaisirs sont décrits comme les déchets de ceux que l'on trouve dans le Gan Eden. Et donc on imagine un peu, on essaye au moins d'imaginer, le plaisir intense que peut connaître la Neshama lorsqu'elle se retrouve dans le Gan Eden. Et on a compris déjà la portée que peuvent avoir les mitzvot, que peuvent avoir la kavana qui accompagne les mitzvot, puisque ce sont elles qui vont être déterminantes. On n'a pas encore expliqué pourquoi. Pour l'instant, on a juste expliqué que la Neshama va se retrouver dans un Gan Eden différent selon les mitzvot qu'elle a accompli et la kavana qui l'a accompagnée. Mais nous allons expliquer la prochaine fois que la Neshama ne vient pas les mains vides. Elle n'emporte pas grand-chose avec elle, pas de chaussettes, pas de chemise, mais elle emporte Torah mitzvot qu'elle a accompli. Et nous verrons la prochaine fois ce que ça va changer pour la Neshama lorsqu'elle se retrouve dans le Gan Eden. Passez une bonne journée.